j'ai avec moi donc trois personnes. Hugues Chenet, qui est collaborateur scientifique de l'École Polytechnique, en lien avec la chaire Stress Test, chercheur associé à l'UCN, Institute for Sustainable Resources, et à la chaire Énergie et Prospérité. Également chercheur, tu as été chercheur à l'Agence spatiale japonaise, puis consultant en risk management dans la finance. Tu as fondé le think tank 2 Degrees Investing Initiative. Les sujets de recherche tournent autour du rôle et des responsabilités des nouvelles contraintes auxquelles le système financier est confronté au regard du changement climatique et des enjeux de soutenabilité. Voilà. Tiffaine Gauthier, que nous avons également écouté ce matin, actuellement doctorante en économie à l'Université de Brest, qui est rattachée scientifiquement à la chaire comptabilité écologique. Et ses travaux de thèse portent sur la compréhension du capital climat dans le modèle CARE, dont on a discuté et dont on va reparler, et aussi sur comment cette nouvelle forme de comptabilité pourrait être la cheville ouvrière d'une économie respectant une trajectoire en dessous des 2 degrés. Enfin, Alexandre Rambaud, que vous connaissez, donc co-directeur de la chaire, docteur en mathématiques et en sciences de gestion, maître de conférences à AgroParisTech, chercheur au CIRED, chercheur associé également à l'Université de Paris-Dauphine, académique fellow de l'Institut Louis Bachelier. Il co-dirige également le département économie et société du Collège des Bernardins, et ses recherches portent sur la théorie de la comptabilité financière et sur la comptabilité écologique. Et il co-développe depuis un certain nombre d'années maintenant le modèle CARE. Et je vous remercie donc tous les trois d'être présents ici. Donc, pourquoi parler du climat? Déjà parce un nouveau rapport du GIEC est sorti cette année. Ils sont plus alarmants, chaque rapport est plus alarmant que le précédent. Donc, quelques chiffres, en tout cas quelques informations. Depuis la publication du premier rapport du GIEC en 1990, 1000 milliards de tonnes de CO2 ont été émises, et ça représente presque la moitié de nos émissions depuis le début de toute l'ère industrielle. Ça vous donne déjà une idée. Par ailleurs, la corrélation entre le réchauffement climatique et les activités humaines est démontrée à 100%. Et le réchauffement climatique, donc il y a un objectif qui a été fixé par le GIEC, d'un réchauffement qui est inévitable. On essaie de limiter ce réchauffement dans le temps. Et si ce réchauffement climatique était amené à dépasser les 1,5 degrés donc au cours des prochaines décennies, de nombreux écosystèmes et populations animales et végétales seront, et aussi humaines, par la même occasion, seront confrontés à des risques supplémentaires graves par rapport à un maintien en dessous des 1,5 degrés. Donc voilà, donc on pourrait citer un très grand nombre de chiffres et d'informations comme celle-ci. Donc nous avons trois personnalités du monde de la recherche, deux chercheurs. La question donc, qui rejoint un petit peu, pour faire un lien avec la première table ronde, qui est sur finalement comment, dans le monde de la recherche, on peut s'emparer de ces questions-là. Donc à la fois, quel est le rôle des chercheurs, finalement, pour essayer de trouver des solutions à des enjeux écologiques, à des enjeux environnementaux, à des enjeux de société, et puis sur quoi est-ce qu'on peut se baser, donc sur quelle base institutionnelle, quelle base réglementaire, académique. Alors, la question est un peu large, donc ça peut être à la fois sur des questions environnementaux et peut-être plus spécifiquement sur le climat. Donc, je propose, Hugues, si tu veux peut-être commencer, et puis Alexandre, cette première question. Question là, c'était pas très simple. Peut-être je peux donner plutôt commencer à ne pas répondre à ta première question, mais y répondre il y a quelques illustrations par rapport à ce que je connais et ce que j'ai pu faire. Parce que moi, j'ai plutôt des sciences de la Terre, je suis un doctorat en physique. J'ai travaillé en tant que consultant dans la finance. J'ai travaillé aussi dans la tech, pour faire le lien entre les praticiens côté finance, la science du climat et le régulateur, une science très très inductive du régulateur. Donc, du coup, cette interaction-là, je pense que c'est pas juste parce que c'est quelque chose que j'ai fait, mais je pense vraiment que ça a du sens de jouer cette interaction entre les différents types de parties prenantes autour de nos questions. Et en ce qui concerne le changement climatique, c'est particulièrement important parce qu'en gros, je pense qu'il faut vraiment que chaque
si ce n'est phrase, chaque table ronde, comme tu viens de le faire, commence par le constat scientifique. Et ça doit être toujours une force de rappel dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est construit, que ce soit sur des outils très opérationnels ou sur des outils réglementaires, etc. Je pense que c'est vraiment clé de toujours avoir ça en tête. Il faut se rappeler, tu as commencé à le faire, que le GIEC a été créé en 1988. C'est pas neuf. On aurait pu déjà éviter une vaste partie du problème qu'on a aujourd'hui si on avait commencé à faire ça un peu plus tôt, d'écouter la science et de prendre des décisions en fonction de ça. Donc, voilà, je pense que c'est sur nos sujets qui peuvent avoir l'air un peu déconnectés de la partie purement physique, un peu fondamentale des systèmes qui nous entourent, être capable de toujours se ancrer à nouveau dans les conclusions de la recherche, de la recherche un peu plus scientifique, physique et chimique. Ça me paraît assez clé. Donc, et du coup, je pense que c'est valable aussi pour les gens qui font ça au quotidien, mais qui ont tendance, comme tous les chercheurs, à être le nez sur leur sujet, qui est plutôt plus spécifique, ou voir micro-sujet dans le plus spécifique, et puis micro, etc. Alors, vraiment le nez dans un micro-guidon qui fait qu'on oublie potentiellement le reste. Je pense que c'est vraiment une sorte de discipline de commencer chaque journée ou chaque semaine, soit probablement un petit résumé du GIEC ou aller dans un papier plus spécifique. Voilà, je passe à répondre à la question. Ça commence à illustrer. Je ne sais pas si tu préfères qu'on tourne vite et qu'on se repasse la balle ou si je pars pendant 3 heures. Parce que je peux avoir raconté d'autres choses. Mais... Peut-être une courte réponse également d'Alexandre. Ensuite, on peut... Oui, merci pour la question. C'est que, pour reprendre ce qu'il a commencé à introduire, c'est que effectivement, il y a une nécessité de reclasser, de recontextualiser systématiquement donc via ce travail assez extraordinaire quand même qui est fait par le GIEC. D'autant plus là, ça va me permettre de mettre aussi en avant le travail du CIRED, donc mon laboratoire, donc le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, puisque certains chercheurs du CIRED donc, sont des contributeurs actifs, voire des rédacteurs, co-rédacteurs de partie du GIEC, du rapport du GIEC. Et notamment le directeur du CIRED, Franck Lecoq, donc, a été un des co-rédacteurs de la partie 3, donc sur les solutions, on va dire, du rapport du GIEC. Et ce qui se passe, c'est que ce rapport aussi pose les bases de la complexité des interrelations entre climat et question de biodiversité, et qu'il y a donc un phénomène de liaison, plus donc, de l'autre côté un phénomène de couplage avec le système donc, économique, le système financier. Et tout ça est abordé de façon très importante dans le rapport. Vraiment, ça fait partie des questions clés. Sachant que, par contre, et ça fait partie des pistes à discuter, on commence à discuter, que la question comptable en est un peu absent, voire en est très absent. Donc, ça fait partie d'avenues de recherche potentielles par la suite, où on va avoir une façon plus macroéconomique d'aborder la question, mais justement, il y a tout un travail. Et c'est aussi dans ce cadre-là que la chaire réfléchit autour de ces questions, donc de faire ce couplage entre macro, micro et réaligner la finance avec la comptabilité. C'est ce qu'on va aussi discuter lors de la table ronde. Et donc, il y a une nécessité de faire ça, de se réancrer aussi un peu dans l'économie réelle, c'est-à-dire voir aussi comment fonctionnent les entreprises, de ne pas être trop non plus dans des images trop éloignées de l'entreprise. Et juste aussi, ce qui est très intéressant dans le dernier rapport, sur le volet 3, toujours 3, c'est les questions liées à la sobriété qui arrivent largement, qui ont été donc largement mises en évidence et qui sont en lien avec véritablement les travaux de la chaire
c'est-à-dire les implications que ça a sur comment on repense un nouveau type d'économie. Et encore une fois, voilà, la question des outils de gestion qui n'est pas complètement posée, enfin pas directement posée, mais qu'il faut poser sur comment on pose les outils de gestion pour accompagner donc, cette nécessaire sobriété que le rapport commence à poser de façon assez précise. Je peux rebondir sur la question que tu as évoqué, Alexandre, sur les disciplines. Un des points sur lequel je voulais insister, sur le côté transdisciplinaire, la nécessité de transdisciplinarité quand on veut traiter d'un objet particulier, qui est un système qui concerne un peu tout ce qu'on peut avoir en tête, aussi bien du côté très physique de la planète, très environnemental, côté non vivant sur les ressources minières, par exemple, et puis évidemment toute l'interface société. Donc, on retrouve ça aussi, on devrait le retrouver dans les disciplines académiques, c'est-à-dire qu'on concerne là énormément de disciplines différentes. Il faut arriver à faire travailler ensemble, ce qui n'est pas vraiment facile, et ce qui n'est pas du tout facile en France en particulier, où les barrières entre disciplines sont vraiment très très étanches. À tel point que c'est absurde, juste à titre anecdotique, mais je pense que ça illustre pas mal de sujets. Tu évoquais le Public Investing Initiative qu'on a lancé il y a 10 ans. Moi, pour info, j'en suis sorti il y a 5 ans, donc je parle à la troisième personne du singulier, c'est plus pluriel, d'ailleurs eux. Donc ce que eux font maintenant est assez connu, mais au début, on galérait notamment sur l'interface académique. On avait un projet de lancer 5 thèses, au final, on a lancé 3. Et sur les 3, on avait plus d'un mois et demi avancé, alors qu'on avait le financement, les candidats et les sujets. Et donc, en gros, il manquait quoi? Il manquait des encadrants. Et en fait, trouver un encadrant sur ces sujets, donc peut-être pour expliquer Public Investing Initiative, l'objet est dans le nom, c'est Public, donc l'objectif climatique, dans l'investing, dans la finance, et comment faire en sorte que les deux s'alignent. Donc, on a commencé à travailler là-dessus il y a 10 ans. Et au final, on a mis énormément de temps à trouver des encadrants de thèse, parce que grosso modo, soit c'était oh là, je ne suis pas expert de ça, je ne peux pas le faire. Oui, justement, il n'y a pas d'expertise là-dessus. On est en train d'essayer de la créer. On va essayer de s'accrocher à l'académie pour le faire. Ouais, je suis vraiment pas assez. Autre candidat potentiellement qui s'affranchissait potentiellement de l'expertise, mais du coup qui était plutôt sur un autre type de blocage, c'est ouais, mais, je ne vais jamais pouvoir publier ça, les amis, ça ne m'intéresse pas. C'est important. Oui, c'est génial ce que vous faites, votre suivi, c'est super, vos candidats sont parfaits, et puis vous avez des super financements, on va pouvoir faire tout chouette, mais pas avec moi, parce que moi, il faut que je publie. Et donc, je ne pourrais pas publier dans des revues et comités de lecture des sujets qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont tellement transdisciplinaires que je ne pourrais pas les vendre, enfin, entre guillemets, les vendre aux revues dans lesquelles j'ai des incitations pour publier, etc., sur lesquelles je suis évalué. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la table ronde précédente, la notion de nécessité de publication. Et donc, on avait des blocages comme ça assez forts, qui fait que tout était réuni pour faire de la recherche académique là-dessus, mais on avait des blocages presque institutionnels qui faisaient que on avait plus de 2 ans à avancer, et au final, ce sont des gens qui l'ont fait plutôt par sympathie pour dire bon, je ne suis pas expert du truc et ça ne me rapportera pas de points, ça prend juste du temps, mais c'est tellement important qu'on va essayer de le faire quand même. Et je vais juste vous apporter des idées méthodologiques, des ordres d'approche pour que les étudiants ne soient pas noyés dans le cours de. Bref. Donc voilà, c'était une illustration sur les problématiques un peu un tout petit échantillon des blocages qu'il peut y avoir dans la recherche académique pour traiter de sujets qui sont pourtant, qui paraissent évidents. Peut-être pour compléter ce regard-là, ce qui je vais compléter en disant, excusez-moi, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. J'ai cru tout à l'heure que j'étais assis sur un siège bébé pour vous dire à quel point. Bon, ouais, ça me reviendra tout à l'heure. Qui m'aide. Oui, non, c'est exactement ça. C'était par rapport à ce qui a été dit précédemment dans la table ronde sur l'articulation, voire le leadership entre les académies et les praticiens. Et en fait, sur les sujets qui nous occupent là, à savoir, pour moi en particulier sur la partie finance, et plus largement l'articulation économie-climat, en fait,
l'essentiel de ce qu'on a pu voir là, depuis 10-15 ans, j'aurai peut-être l'occasion de revenir, sur le système financier vis-à-vis du climat. L'essentiel de ce qui a été produit comme matière, comme connaissance, comme outil, etc., vient du secteur, enfin pas privé, public, du côté praticien. En fait. C'est vraiment les gens sur le terrain qui ont apporté des nouvelles méthodologies, des approches, des données, etc. Des choses qui ont permis d'avancer. Et seulement maintenant, c'est un peu l'illustration avec les tests, le DRA commence à être lancé, certains commencent même à être soutenus, parce que ça fait 4-5 ans que c'est lancé. Donc en gros, là, pour le coup, sur cette histoire-là, finance et climat, c'est vraiment, pour moi, les praticiens qui ont emmené le train, et parmi les derniers wagons, c'est la recherche académique. Un petit peu qui revient un peu à ce qui était évoqué tout à l'heure, où dans certains cadres, il faut attendre peut-être que ce soit presque stabilisé, et qu'il commence à y avoir le premier blocage du point de vue des praticiens, pour que l'académie s'y intéresse. Après, c'est pas mal lecture de trucs, je pense plutôt qu'il y a une sorte d'écosystème qui bouge, et puis il y a des gens plus ou moins agiles, enfin, des sous-systèmes plus ou moins agiles et réactifs. Et la science sur ce sujet-là n'est pas particulièrement réactive, et c'est un des derniers à bouger. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors effectivement, quand on parle de transdisciplinarité, déjà quand on parle de comptabilité écologique notamment, on est obligé de se confronter à l'interconnexion entre les disciplines, aux sciences environnementales, aux sciences de gestion, aux sciences économiques notamment. Pour revenir justement à l'outil comptabilité, les 4 grandes fonctions d'un système d'information comptable, c'est donc de prendre compte. Donc, prendre compte, c'est l'idée de représenter les enjeux, représenter des enjeux. Alors, dans la comptabilité financière, voilà, on va définir quelle est la préoccupation financière, notamment. Deuxièmement, il y a la question d'être comptable d'eux. Donc, il y a des questions d'ordre juridique, des questions de responsabilité de quelqu'un envers quelqu'un d'autre, notamment. Troisièmement, il y a la fonction de compter, donc de suivre, d'avoir des métriques qui nous permettent de suivre des objectifs et voir où on se situe par rapport à l'objectif que l'on souhaite atteindre. Et puis enfin, il y a la question de rendre compte, donc rendre des comptes notamment à ceux envers qui nous sommes comptables de nos actes. Donc il y a ces 4 fonctions-là. Alors, quand on souhaite finalement utiliser la comptabilité pour traiter des enjeux environnementaux, j'aimerais bien justement mobiliser 2 de ces fonctions. Commencer la question de prendre en compte, donc de la représentation des enjeux, de la définition des enjeux, et puis deuxièmement, la question d'être comptable d'eux. Donc finalement, quand on souhaite intégrer des capitaux naturels, notamment bancaires, mais dans une comptabilité, comment on va définir ces capitaux, et puis envers qui sommes-nous responsables? Donc si on prend l'exemple du climat, qu'est-ce que le climat? Qu'est-ce qu'un capital climatique? Envers qui devons-nous rendre des comptes? Et puis comment on peut définir cet enjeu-là pour que ça devienne intégré dans un dispositif comptable? Et puis ensuite, la question évidemment de la dette se posera, mais je propose peut-être Tiffaine, et puis d'abord Alexandre, et puis Tiffaine. Ce sera plus sur la question de rembourser la dette, peut-être. Je peux commencer si et du coup, pour représenter le climat, en fait, il y a plusieurs questions, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on représente. Donc, est-ce qu'on parle de l'atmosphère, est-ce qu'on parle du climat, est-ce qu'on parle du système climatique? Donc, déjà, là, il faut revenir finalement à ces définitions-là, puisque le système climatique est bien plus complexe. Il va y avoir des interactions avec d'autres capitaux, notamment le sol, les écosystèmes marins aussi, dont on a un peu parlé aussi ce matin. Et donc, arriver à définir ça, c'est pas forcément très simple. Et donc là, c'est effectivement, on a besoin de traducteurs, et le GIEC en est un traducteur, un des traducteurs, et je vais peut-être laisser Alexandre compléter. Oui, sur cette question de traduction. Alors, le mot traduction est important parce que quelque chose qui a un peu été évoqué ce matin, un petit peu dans la dernière table ronde, c'est qu'on va avoir une façon d'appréhender beaucoup d'enjeux socio-environnementaux sous l'angle de, il faut des indicateurs, j'insiste sur le terme, des indicateurs qui représenteraient fidèlement
façon la plus objective possible un enjeu donné. Et grosso modo, gérer les indicateurs, c'est la même chose que gérer tel ou tel enjeu socio-environnemental. Alors, on a une large littérature qui démontre que c'est faux, ça ne se passe pas comme ça, et que gérer des indicateurs, quand ça devient une fin en soi, ça pose un énorme problème. Et donc, la notion de traduction, qu'on mobilise par exemple notamment beaucoup autour de CARE, qui provient de travaux notamment chez Latour et d'autres, en fait, c'est tout ce qu'on appelle la sociologie de la traduction, essaye justement de dépasser ça et de mettre en évidence que la question est qu'on ne peut jamais représenter fidèlement, ça n'existe pas, il n'y a pas de... Par contre, ce que l'on peut faire, c'est s'intéresser donc à ce phénomène de traduction, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'enjeux, on a des problématiques, on a des entités diverses et variées, et la question, c'est comment est-ce que justement ces questions peuvent être appréhendées, évidemment partiellement, et justement là, dans la notion de traduction, il y a toujours quelque chose qui est un peu du c'est pas parfait, mais on en a conscience, et qu'on ne peut donc jamais prendre la traduction pour argent comptant, que ça oblige en fait à se reconnecter, c'est-à-dire que dire, par exemple, dans le phénomène de traduction climatique, on va utiliser un exemple, donc cette fameuse unité de compte qui est la tonne équivalent CO2. Soit vous appréhendez la tonne équivalent CO2 comme étant un absolu en disant voilà, on a trouvé quelque chose qui pose le problème définitivement, et point à la ligne, hein, soit vous le considérez comme un simple traducteur, c'est-à-dire que ça traduit une réalité à un moment donné, mais que ça ne peut pas être une simple boîte noire, et notamment, en fait, il se trouve qu'il y a des interrogations, notamment avec la question du poids du méthane qui commence à ressurgir, et qu'à partir de là, ça veut dire qu'on est toujours dans une problématique de dire, bon, à un moment donné, on a une traduction qui n'est pas parfaite, on peut éventuellement en choisir une autre. Par contre, ce qui va être essentiel, c'est de bien mettre en évidence, justement, ce qu'on va appeler des chaînes de traduction, c'est-à-dire comment, à partir de ce que l'on va représenter, on met en évidence les différents traducteurs, c'est-à-dire qui fait cette traduction. Par exemple, il y a le GIEC, qui est donc une instance, qui va traduire le climat sous un certain nombre, qui va mobiliser donc, potentiellement des indicateurs ou d'autres choses, les climatologues étant eux-mêmes des traducteurs, d'autres acteurs étant des traducteurs. C'est récupéré par d'autres acteurs, par exemple comme les Science-Based Target, qui eux-mêmes vont en fait comprendre et traduire les phénomènes d'une certaine façon. Et donc, on a toute une chaîne qui va apparaître. Et donc, la question, c'est justement de mettre en évidence ces chaînes de traduction, de façon à ce que les acteurs de terrain, justement dans cette question de prendre en compte, en fait, réalisent que quand ils vont arriver avec quelque chose comme la tonne équivalent CO2 ou des budgets carbone, sur lesquels on reviendra, ce n'est pas un truc qui arrive comme ça, ce n'est pas une sorte de chose extraterrestre qui a été posée par des gens, on ne sait pas où, et point à la ligne, c'est-à-dire qu'on a juste à faire ça. Non, il y a toute une chaîne de reconnexion en fait, à la réalité du système climatique. Et ça, en fait, au lieu de réifier et de fermer quelque chose, ça ouvre quelque chose, ça ouvre sur un univers en fait. Donc la comptabilité, elle est là aussi en fait pour ouvrir, elle n'est pas là pour fermer. C'est pour ça que derrière la comptabilité, il y a le fait de mettre en discussion et donc d'être toujours dans cette problématique de comment en fait on est en mesure de poser des problématiques, c'est ce qu'on a abordé dans la dernière table ronde, et donc de ne jamais être dans une fermeture définitive. En fait, il s'agit juste à un moment temporairement de clore quelque chose pour avancer, tout en pouvant réouvrir sur l'étape d'après. Et pour ça, il faut conserver en fait donc la façon dont on récupère, donc elle a été construite, d'où ça vient et quelle est la connexion qui est faite, par exemple avec le système climatique. Oui, alors, tu as parlé d'équivalent tonne CO2. Donc, je suppose que ça, c'est la métrique que l'on va mobiliser par rapport à une trajectoire de référence. Donc, la question qui se pose finalement, c'est très concrètement, moi je suis un acteur, je suis une entreprise par exemple, et je souhaite savoir quelle est ma dette vis-à-vis du climat. Quelles sont déjà les conditions pour que je puisse poser cette dette au niveau de l'organisation, premièrement. Et puis deuxièmement, vous en avez un peu parlé, mais peut-être expliquer, je ne sais pas s'il y a des initiatives qui permettraient de désagréger cette dette-là,
que le climat est un enjeu, et peut-être l'enjeu le plus englobant d'un point de vue environnemental. Quand on parle de sol, quand on parle de biodiversité, c'est des sujets qu'on peut traiter à des échelles beaucoup plus régionales, notamment. Donc, comment on passe d'un enjeu qui est englobant à un enjeu organisationnel, un enjeu plutôt micro, donc c'est peut-être la première question. Et la deuxième question, eh bien, comment on va évaluer cette dette qu'on va avoir vis-à-vis du climat? D'autant que je suppose que si on évalue la dette, si on est capable de mettre une valeur sur la dette, c'est qu'on considère qu'on est capable de la rembourser. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas capable de la rembourser? Peut-être Tiffany? Merci. Alors déjà, effectivement, comme tu disais, Aurélien, les chaînes de traduction au niveau du climat, elles sont complètement globales, parce qu'on ne peut pas avoir un bon état écologique qui est défini au niveau d'une entreprise, d'une organisation, d'un État. Donc c'est vraiment au niveau global. De la même manière que les seuils de préservation au niveau du climat, ils sont aussi sur des enjeux globaux. Et donc, quand on est une entreprise, en fait, il va falloir se raccrocher un petit peu aux branches de ce volet global, puisque le climat est effectivement une source de préservation, donc une source de préoccupation, pardon, qui est évidemment, enfin voilà, c'est pas un secret aujourd'hui que le climat est une source de préoccupation. Si on a lu n'importe quelle chaîne d'info, je pense que c'est un des premiers sujets qui est le plus médiatisé sur les enjeux écologiques. Mais ensuite, si on est un peu plus précisément, on pourra avoir plusieurs enjeux qui montrent que le climat est une source de préservation. Donc déjà, on a un petit peu évoqué, on a effectivement le GIEC, donc qui nous rappelle dans justement le dernier rapport qu'il y a une certitude sur le réchauffement climatique, donc, qui sera à minima probablement d'1,5 degré. Que la responsabilité est 100% humaine. Donc là, on revient sur nos organisations qui risquent de devoir prendre en considération cette problématique et qu'il y a des conséquences sur la subsistance à la fois des humains et des non-humains des écosystèmes. Il y a aussi le volet politique qui nous le dit. Donc il y a les accords de Paris, on l'a vu ce matin aussi dans la présentation de Clément, donc des lois aussi au niveau national qui en parlent. Et donc, ces seuils de préservation, ils sont notamment donnés par en fait, ces sources, donc le GIEC et les accords de Paris, donc, qui s'alimentent aussi l'un l'autre. Donc, à la fois, les accords de Paris citent finalement les travaux du GIEC, et le GIEC est aussi une organisation intergouvernementale qui s'appuie aussi sur ce volet politique. Et donc, qui définit des seuils de préservation à well below the 2 degrees, donc bien en dessous des 2 degrés, pour les organisations. Mais là, du coup, effectivement, c'est comment on arrive de cet objectif global à le réintégrer dans les structures. Donc, pour le moment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des budgets carbone au niveau des entreprises. Donc là-dessus, il y a énormément de modélisation ou de systèmes d'allocation des budgets carbone qui sont possibles. Un des exemples, c'est l'initiative des SBTI qui est aussi soutenue par le WWF, qui propose des méthodologies qui seraient le plus en accord avec un objectif à 2 degrés. Mais voilà, faut bien savoir que chaque méthode d'allocation de budget carbone a effectivement ses propres hypothèses et donc suppose à la fois un univers technologique, mais aussi pratique. Et donc, l'idée pour CARE, finalement, c'est quand même d'avoir des budgets carbone qui ont une limite en gaz à effet de serre cohérente avec les seuils de préservation. Donc, c'est un peu tout l'enjeu des travaux sur ce sujet. Et ensuite, tu demandais comment on évalue cette dette. Donc déjà, il faut savoir comment on emploie le climat, comment l'entreprise va employer le climat. Donc la plupart du temps, en fait, ça va être finalement en évitant des gaz à effet de serre. Donc là, il va falloir évaluer les tonnes de carbone émises. Donc ça peut être soit, et ce serait l'idéal, d'avoir des mesures d'émissions de gaz à effet de serre sur les structures, d'avoir en émissions nettes, donc avoir aussi les éventuels
activités de restauration de puits de carbone que les entreprises peuvent mettre en place ou d'artificialisation des sols. Et si on n'a pas, c'est souvent le cas finalement aussi d'avoir un bilan carbone à minima des structures à la fois sur les impacts directs de l'entreprise, mais aussi indirects. Donc ça pose la question pour évaluer cette dette, comme pour tous les autres capitaux, en fait, d'évaluer les activités de préservation et de restauration qui existent pour le climat. Et donc, sachant que, évidemment, les activités de restauration sont aussi des activités qui sont limitées sur le plan, à la fois sur le plan biophysique, mais aussi sur le plan technique. Donc, effectivement, on peut très bien se retrouver dans le cadre du climat. Si on dépasse beaucoup trop son budget carbone et qu'on n'a plus de possibilités de restauration, sur le modèle qui pourrait paraître en fait, irrécupérable et qu'on ne pourrait pas rembourser puisqu'on aurait trop dégradé le climat. Et donc, pour chiffrer finalement cette dette, donc là aussi, il va y avoir un chiffrage soit des activités de préservation, soit des activités de restauration. Et là aussi, il y a forcément des controverses sur le chiffrage de ces activités, puisque il n'y a aucune harmonisation finalement des coûts que peuvent représenter la création de puits de carbone. Donc l'ADEME, par exemple, évoque un facteur 4 entre des activités qui peuvent relever de la renaturation de sol ou de forêt, etc., jusqu'à des solutions technologiques de direct air capture, donc, par exemple, qui sont faites par des entreprises comme Climework. Et donc, il y a aussi un autre problème, c'est que ces prix-là, ils prennent en compte le fait, par exemple, d'aller planter un arbre, de planter une haie champêtre ou d'avoir une tonne de CO2 captée par un dispositif carbone, mais ils ne permettent pas forcément, ils ne chiffrent pas en tout cas, le stockage à long terme de ces problématiques, de ces tonnes de carbone. Et donc, en fait, finalement, c'est un peu un prix one shot quelque part et pas du tout sur du long terme comme il faudrait que ce soit, puisque si demain, le prix qu'on a payé pour capter des tonnes de carbone dans une forêt et que la forêt brûle, est détruite ou artificialisée, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, si cette dette elle est effectivement irrécouvrable parce qu'on n'a pas pu le chiffrer, puisque à partir du moment où on n'a pas d'activité, on ne pourra pas le chiffrer. Donc, on ne peut pas dire exactement une tonne de CO2 est égale à tant d'euros d'encarts, ce n'est pas vrai. Donc, il va y avoir une remise en question à la fois de la soutenabilité et de la solvabilité de la structure. Il faut aussi se poser des questions sur les temporalités des budgets carbone et déployer éventuellement des enveloppes légales sur ces solutions-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, quelques éléments. Effectivement, comme il a été déjà dit, sur la question de la comptabilité carbone et des comptabilités qui intègrent le carbone, derrière la comptabilité, il y a des hypothèses, il y a des modèles, il y a une façon de comprendre et de lire le monde. Et que donc il y a quand on parle de comptabilité carbone ou de comptabilité intégrant le carbone d'une façon ou d'une autre, il va y avoir obligatoirement donc une référence à une vision des choses. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion à l'heure actuelle assez grande dans justement les dispositifs qui apparaissent de plus en plus nombreux pour donc faire des comptabilités carbone avec des interrogations sur implicitement, sans que ça apparaisse directement, mais c'est implicite, sur les grandes fonctions comptables, c'est-à-dire comment on représente, qu'est-ce qu'on représente. Deuxièmement, donc, quelles sont les redevabilités s'il y en a, comment on compte, quelle est l'unité, donc la métrique et qu'est-ce que ça veut dire, et puis à qui on rend des comptes. Et tout ça génère en fait, à chaque fois, pour chaque outil, normalement, il devrait y avoir des interrogations par rapport à ça. Or, les outils sont abordés de façon assez technique à l'heure actuelle, sans justement cette interrogation. Alors, par exemple, je peux renvoyer à une excellente thèse, qui est la thèse de Morgane Le Breton, qui a travaillé justement sur ce qu'on appelle la performativité, dont on a parlé dans la dernière table ronde, c'est-à-dire le fait qu'un outil fasse advenir quelque chose dans la réalité, indépendamment en fait des acteurs, donc la performabilité de la quantité carbone, en montrant par exemple que la comptabilité selon GHG protocole, qui est donc un des grands protocoles actuels de comptabilité carbone internationale, était dans une optique financière, voire financiarisée, donc, tandis que la vision bilan carbone était dans une optique ingénierique.
Et du coup, ce n'est pas les mêmes présupposés, c'est-à-dire qu'on ne rend pas des comptes aux mêmes personnes, ce n'est pas du tout axé pour rendre des comptes aux mêmes personnes, et ce n'est pas la même structure, le même processus mental qui est derrière. De la même façon, on va avoir, alors, devait être présent ce soir César Dugas de Carbone 4, qui n'a pas pu être présent parce qu'il y a un autre événement qui est organisé, mais il y a un dispositif donc développé, en fait, c'est développé internationalement, et Carbone 4 est un des points relais en France, qui est la NZI, donc la Net Zero Initiative, qui est un dispositif aussi de représentation comptable du carbone, qui n'est pas en fait bilan comptable, qui va avoir en fait une lecture autre de la façon d'intégrer par exemple la chaîne de valeur dans le système comptable au niveau du carbone, et qui va intégrer des budgets carbone, c'est-à-dire des enjeux de redevabilité, ce que ne fait pas le bilan carbone. Parce que par exemple, dans le bilan carbone, comme vous n'avez pas de budget carbone, vous n'avez pas en fait de redevabilité. Vous n'avez pas de dette vis-à-vis du climat qui peut apparaître. C'est-à-dire c'est juste en fait en termes de j'aimais pas, en termes d'effort, mais vous ne structurez pas une question de mais en fait il faudrait que je dois quelque chose au climat, c'est-à-dire que avec un budget carbone simple, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes raccord ou pas avec l'accord de Paris. C'est impossible. Donc ça ne structure pas de dette. Tandis que la NZI est basée sur le budget carbone, donc il y a une dette qui apparaît. Et donc, on voit que dans tous les dispositifs comptables carbone, d'une façon ou d'une autre, apparaissent ces questions fondamentales de comment on représente, quels sont les enjeux de redevabilité, comment on compte, et pourquoi on compte, comment sont construits les chiffres et leur performativité, et à qui on rend des comptes. Et donc, la structure de CARE est une lecture particulière comptable, c'est un langage particulier, où tout ça donc, est analysé et mis en exergue. Donc, on va avoir donc, cette représentation par les chaînes dont j'ai parlé, les chaînes donc, de traduction, avec donc, la notion de redevabilité via les budgets carbone. Et on arrive donc à la question du coût qui a été évoquée par Tiffaine, la question aussi donc, de l'intégration sur la valorisation. Là encore, il y a énormément de techniques et énormément de méthodes qui sont malheureusement encore pas assez questionnées. C'est-à-dire qu'on va avoir des chiffrages en termes de prix carbone, en termes de, on a la valeur tutélaire du carbone, on a la valeur de l'action qui sont apparues aussi dans des rapports. Et en fait, tout ça sont des choses dont on ne voit pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un prix du marché qui est, je ne sais pas combien, 30 €, je ne sais pas combien il y a actuellement. Pourquoi la valeur de l'action est à 200 €, pourquoi, etc. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est un enjeu comptable fondamental qu'il faut expliciter. Par exemple, à titre indicatif, le chiffrage de la dette climatique, selon CARE, c'est-à-dire uniquement les actions qu'il faudrait mettre en place idéalement pour faire en sorte que, par exemple, quand vous mettez un atome de gaz à effet de serre, enfin une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si vous mettez donc en place un dispositif pour enlever ou capter directement donc, cette molécule avant que ça touche l'atmosphère, combien ça coûte de mettre en place un dispositif qui soit, comme Tiffaine l'a évoqué, qui respecte deux choses, une fiabilité scientifique, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment mesurer ce qui a été capté, et deuxièmement, qui soit stable dans le temps, c'est-à-dire ce qui a été capté ne va pas revenir dans l'atmosphère. Eh bien ça, les dispositifs, et il y en a en fait quasiment pas qui respectent ça, on dit quasiment pas, je suis gentil, et les chiffrages qui existent, c'est des chiffrages qui sont très importants. On est sur des choses qui sont à 200, 300, 500 € la tonne. Et c'est en fait des chiffrages non linéaires, tout simplement parce que la réalité biophysique, donc de la crédibilité scientifique et du long terme, fait que les coûts explosent obligatoirement. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une différence fondamentale entre dire on met du carbone à 40 € avec énormément d'hypothèses implicites de compensation de choses non crédibles scientifiquement, etc., et une recherche, en fait, de coûts liés à un alignement complet sur la crédibilité d'action pour voir si on peut capturer ce carbone. Donc, c'est tout ça qu'il y a derrière, en fait, les questions de comptabilité carbone et d'intégration des comptabilités carbone sur des comptabilités plus intégrées. Hugues, peut-être que tu veux réagir. Je vais juste réagir, j'essaie de faire ça rapidement, par rapport à ce qu'a dit Tiffaine initialement. Puis Alex, sur la notion de CO2, d'émission de CO2, de mesurer le CO2, ingénieriquement parlant, c'est un peu mais en revanche, la question qui se pose après, c'est quand
on commence à se dire qu'est-ce qu'on a le droit, d'une certaine manière, d'émettre, pour faire accéder des références. Des références au budget carbone qui, là, ont un sens à l'échelle globale, à l'échelle de la physique du système Terre. Et pour une éventuelle réparation, comment on peut réparer, recapter ce qu'on a dit d'une certaine manière. En fait, un problème que j'estime très haut dans la pile des complications, c'est le fait que toutes ces notions-là, elles viennent de la science du climat, qu'on évoquait tout à l'heure, et qui a du sens à l'échelle globale, mais que descendre de l'échelle globale à l'échelle entité, ça a été dit, mais je le redis un peu d'une manière différente, ça repose sur des hypothèses ou des conventions, c'est-à-dire on va définir comment on alloue ce budget carbone à des entités, mais du coup des entités existantes, des entités qui pourraient être créées demain, ou des entités qui ont existé depuis la première tonne industrielle émise par, mettons, une tonne de charbon britannique en 1800 et des brouettes. Et du coup, ça, c'est plus de la science du climat, c'est de la, je ne sais pas comment le définir d'ailleurs, mais du coup, il faut se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on fait en fait. Et il n'y a évidemment pas de réponse unique, et du coup, ça pose énormément de problèmes, parce que autant on peut définir un budget carbone à l'échelle globale, ça a du sens, mais à partir du moment où on a fait cette allocation, eh ben, il faut vraiment qu'on colle le plus possible les hypothèses. S'il y a des nouveaux entrants, s'il y en a qui disparaissent, ça peut potentiellement challenger tout ça. Et la notion de réparation, potentiellement, et ça va un petit peu avec le lien sur le prix qui augmente exponentiellement avec la quantité à compenser, c'est que ça ne dépend pas que de l'entité qu'on regarde, ça va dépendre de tout le reste. Parce qu'en fait, c'est le seul moment où ça fait sens, un budget carbone, c'est quand on fait la somme de tout le monde qui émet sur toute la planète et qu'on fait la différence avec tous les puits qui peuvent exister pour les récupérer. Et donc, du coup, on a toujours des références qui dépendent des autres. Et je pense qu'on pourrait différencier différentes sortes de capitaux pour voir où est-ce qu'on retrouve des choses similaires, où est-ce que c'est différent. Mais je pense que pour le climat, c'est vraiment essentiel parce qu'on ne peut pas s'affranchir des autres dans la comptabilité d'une entité, quelle que soit la taille de cette entité-là. Et donc, tout ça, ça repose sur des modèles, des conventions, des accords entre les gens et potentiellement, je crois pas que vous avez mentionné le terme, mais qui doivent être évolutifs dans le temps. Parce que justement, si on on imagine qu'on répartit un budget carbone à toutes les entités existantes, si dans X années, on voit qu'on s'écarte beaucoup de ce qui a été évoqué, ce qui a été pris comme hypothèse de départ, a priori, il faut l'ajuster. Donc ça veut dire que ces référentiels-là, ils ne peuvent pas être stables a priori. Peut-être qu'ils le seront parce qu'on les a très bien évalués et qu'on se retrouve à avoir un crédit futur de la manière dont ils se déroulent. Mais a priori, ça ne peut pas être le cas. En tout cas, ça ne peut pas ne pas être le cas. Et donc, on est obligé d'avoir en fait un référentiel qui soit. Je dois dire que c'est encore plus compliqué que ça n'avait l'air. Alors, j'aimerais bien qu'on monte un tout petit peu à une échelle un peu plus macro, mais pour parler un petit peu notamment du rôle du système financier un peu au sens large dans cette transition climatique qui doit être une transition systémique. Et puis aussi les impacts un peu sur les différents secteurs d'activité. Qu'est-ce que ça va signifier? Et peut-être avant, je ne sais pas, Tiffaine, si tu veux bien prendre juste peut-être 2 minutes pour finalement nous parler d'un exemple. Un exemple sur lequel tu aurais pu travailler. Oui, alors du coup, dans le cadre de mon activité en CIR, avec le cabinet Mondias, on a fait une expérimentation avec la 27e région, qui est présente dans la salle. Et donc, pour donner un petit peu de contexte, déjà, la 27e région, c'est une association donc, qui a pour activité d'essayer de promouvoir des innovations sociales et environnementales dans les collectivités publiques et qui mène actuellement un programme qui s'intitule Nouvelles mesures et donc qui cherche à questionner et à essayer de donner un panorama des comptabilités écologiques pour les collectivités territoriales. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont voulu aussi tester pour eux-mêmes, finalement, ces comptabilités écologiques. Et donc, on les accompagne sur l'implémentation d'une comptabilité CARE sur leur structure. Donc, sur cette expérimentation, on est d'abord parti
sur le volet climatique pour des questions à la fois d'intérêt aussi de la 27e et puis parce que c'est le sujet de ma thèse, donc du coup, je dis que ça peut être intéressant. Et donc, on a d'abord fait un bilan carbone avec eux et à l'issue de ce bilan carbone, on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, il n'avait que des émissions indirectes. Donc, qui, si on parle en termes de bilan carbone, on pourrait appeler scope 3, ou scope 1, scope 2, parce qu'ils se chauffent et c'est clair quand même. Et donc, de là, on s'est posé la question de comment on allait faire. Et donc, on est parti sur l'intégration dans la chaîne de valeur. Qui est sur des étapes de CARE, où on va reprendre toutes les étapes comme si c'était sur la structure, mais on va essayer de les appliquer à la chaîne de valeur, ce qui pose des problèmes forcément d'information, de disponibilité de finesse des informations aussi. Et donc, on a essayé de faire une évaluation des budgets carbone des fournisseurs. Donc, dans un premier temps, on a réalisé en fonction des secteurs d'activité auxquels étaient rattachés les fournisseurs, en y appliquant les budgets carbone de ces secteurs-là. Et en y appliquant de la même manière les dépassements des secteurs sur ces fournisseurs. Ensuite, on a essayé d'évaluer des coûts des activités de restauration, donc avec toutes les controverses qu'on a évoquées à l'instant. Donc, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on devait faire. Donc, ça nous a permis d'avoir une réévaluation finalement des charges fournisseurs, donc de dire quels sont les coûts de restauration qu'auraient dû passer ou que devraient passer, en tout cas, les fournisseurs de l'association en raisonnant en comptabilité CARE. Et ensuite, il y a eu aussi un travail de fléchage des charges et donc des dépenses de la 27e région pour savoir s'il y avait aussi des dépenses qui étaient liées à des activités de préservation ou d'évitement. Donc, pour donner un exemple, on a considéré que lorsqu'ils faisaient des trajets en train supérieurs à 5 heures, on pouvait considérer que c'était pour éviter de prendre l'avion, globalement, et donc flécher ça sur des dépenses dites d'évitement. Et ensuite, on a réalisé aussi un fléchage du chiffre d'affaires en essayant de s'intéresser à quoi était rattaché le chiffre d'affaires de la structure. Donc, est-ce que, puisqu'on est sur du conseil social et environnemental, est-ce que c'est plutôt un chiffre d'affaires pour un programme qui est lié à essayer d'impulser une innovation sociale? Est-ce que c'est un programme qui est là pour impulser une innovation en termes d'écologie, etc. Et donc voilà, ça a permis d'avoir un angle analytique un petit peu différent, une lecture un petit peu différente des charges et des produits de la structure. Et peut-être que elle en parlerait par rapport à la 27e région, mais donc ça permet quand même d'avoir effectivement un nouvel angle d'analyse, mais avec des données qui restent à préciser et une information qui reste à aller chercher encore plus pour avoir des choses beaucoup plus précises, parce que là on était aussi sur des estimations. Au niveau de la recherche, ça a permis de commencer un petit peu à structurer une méthodologie sur la chaîne de valeur pour voir comment on pouvait essayer, en gérant ces informations qui sont à la fois non disponibles ou imprécises, d'essayer d'affiner de plus en plus pour avoir une image un peu plus fidèle de la structure. Merci Tiffaine, c'est très clair. Donc voilà, comme proposé, on va remonter un petit peu. Donc c'est très bien de changer les outils de gestion, c'est très bien de changer notre manière de prendre en compte les enjeux écologiques, nos métriques, nos indicateurs. Mais comme ça a été mentionné tout à l'heure sur BookLab, la question du financement de cette transition est importante et le rôle de manière générale du secteur financier, du système financier. Donc peut-être Hugues, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques un petit peu comment la finance essaye de s'adapter, comment peut-être l'évolution au cours des dernières années, dernières décennies, justement, pour la prise en compte de ces enjeux. Oui, c'est un vaste sujet, donc n'hésite pas à m'interrompre. Et on va recadrer un petit peu, parce que je vais vous tenir jusqu'à la nuit c'est tard ensemble. Peut-être pour commencer, où je vais faire au fur et à mesure de ce que j'ai découvert aussi sur ces sujets. Donc, typiquement en 2005-2007, si vous allez voir une banque ou un investisseur, on va dire une banque pour faire très simple pour l'instant,
sur la question du climat, si vous vouliez rencontrer quelqu'un, déjà la plupart du temps, vous ne rencontrez personne, puisque non, on est banquier, je ne sais pas pourquoi on parlerait de climat, on s'en soucierait d'une manière ou d'une autre. Et puis est arrivé, en tout cas en France, pour ce qui est de la France, toute la partie reporting, dont on a déjà un petit peu parlé plus tôt, et la notion de scope et de reporting carbone. Et donc, en gros, vous aviez tout d'un coup, quelques années plus tard, quand ça a pu commencer chez certains leaders de l'époque, dès 2005, fort, hein, mais du coup, une focalisation des institutions financières sur, oui, on va montrer des chiffres sur nos émissions carbone. Et là, du coup, c'est les ampoules, le café, les tasses, ce genre de choses. Pour les plus avancés, les émissions liées au déplacement des cadres, etc. Et donc, du coup, on était dans une discussion qui a tourné assez longtemps entre les banques et la finance sur la question très, très opérationnelle. C'est moi qui ai un écho, pas j'entends une voix. Et du coup, c'était. Qu'est-ce que tu disais? Oui, du coup, c'était assez étonnant parce qu'au final, on avait beaucoup de gens quand même qui commençaient à se préoccuper de ces questions-là, mais purement sur, en gros, l'empreinte carbone des agences, l'empreinte carbone des bureaux, voire dans certains cas, en gros, la question était du coup purement dans les scopes directs, dans ce qui sert dans ce qui n'a absolument, on va dire, aucun intérêt quand on parle de finance et de climat, à savoir est-ce que vous allez financer ou pas cette transition, dont on parlait déjà à l'époque, et qu'est-ce que vous faites sur le changement climatique et le fait qu'on a un petit peu des problèmes qui arrivent. Nous, on change des ampoules et il y a un autre paquet. Donc c'était un peu léger, et au fur et à mesure des années, la profondeur de réflexion sur ces sujets-là du secteur financier dans son ensemble, avec quand même, c'est vrai, il faut l'admettre, une dynamique particulièrement plus vive, on va dire, en France qu'ailleurs, et en Europe qu'ailleurs. Et donc voilà, donc ça c'est la première grosse étape, qui est celle-ci. La deuxième, alors je suis un petit peu dans les raccourcis, sachant que là, ce qu'on attend peut-être du secteur financier, du coup, c'est son métier de financeur de l'économie. Là, les références que je prenais, c'était avant la crise, donc on a beaucoup parlé de financeur d'économie réelle vis-à-vis de la sphère financière et de potentielle déconnexion entre les deux, qui s'est illustrée dans la crise. Et donc, du coup, quand on attend la finance pour financer la transition, pour financer quelque chose, pour éviter une catastrophe climatique, la question qui se pose, c'est du coup, est-ce que la finance, est-ce que les acteurs privés, je me focalise sur les marchés de capitaux, est-ce que les acteurs privés ont comme raison d'être, le terme a été utilisé aussi, de financer une économie plus qu'une autre, c'est-à-dire une direction économique plus qu'une autre, une trajectoire plus qu'une autre. Et en fait, ça a rapidement aperçu en Guillaume, c'est une sorte de nom écosystémique, quand on essaie de comprendre un peu ce qu'on peut attendre des institutions financières, qu'on ne posait pas forcément la bonne question, parce que justement, autant une institution publique peut avoir une vocation de financer quelque chose et pas quelque chose d'autre, autant un acteur de marché va répondre aux signaux prix essentiellement, donc rendement risque, et va être dirigé dans des directions particulières, mais qui répondent à des signaux de marché, et pas du tout à financer tel futur plus ou moins souhaitable. Et en fait, cette problématique de fond-là, assez naïvement, elle n'a pas été traitée pendant très longtemps, ce qui fait qu'on attendait les banques et les investisseurs au tournant pour qu'ils changent leur manière de financer l'économie, avoir des portefeuilles différents, etc. Mais pour autant, sans remettre en question, et c'est à peine le cas aujourd'hui, le rôle du système financier dans le financement de l'économie, dans le financement du futur. Et du coup, quel futur? Est-ce que c'est un futur de marché? On se laisse guider un peu les yeux fermés, à part par une main invisible, par des signaux prix, ou est-ce qu'on a une trajectoire et qu'il faut faire en sorte soit de prendre le secteur financier et dire tu vas là-bas, tu vas pas autre part, soit de mettre en place les signaux prix qui font que de toute façon, il va se laisser guider par ses propres indicateurs. Et en fait, cette dialectique-là, elle est apparue finalement assez tard. Et pour moi, le gros passage, on va dire, à un âge un peu moins enfantin, un petit peu plus mûr du secteur financier autour de 2015, autour de la COP d'un côté et des différents discours qui ont précédé, notamment celui de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et président du Conseil de stabilité financière, le FSB, Mark Carney, qui a mis le doigt sur la table en disant attention, on a un problème là, on a des acteurs financiers très court terme, ils réagissent au risque et le risque, ils n'arrivent pas à le voir parce que c'est un
face à un risque de long terme, il ne voit pas le changement à venir et le risque à venir pour l'économie, pour la société, etc. Sauf que sa réponse, et la réponse du régulateur de manière très, très, très large, a été mettons ça en transparence pour justement faire les deux effets que j'évoquais tout à l'heure, montrer qu'il y a du signal prix, ou créer du signal prix, et puis laisser les institutions financières suivre. Et donc tout ça, ça a ouvert une grande dialectique sur la notion de risque financier lié au climat, puis depuis peu, ça a été évoqué par Alexandre ce matin, de risques financiers liés à la destruction de la nature, à la perte de la biodiversité, etc. Donc le périmètre des risques s'étend. Et du coup, on était dans une dialectique risque, mais qui a été traitée quasiment uniquement par les régulateurs sous l'angle du reporting. Du reporting de quoi? Du reporting des risques. Donc du coup, il faut quand même attendre on attend des acteurs financiers qui soient tout d'un coup plus clairvoyants et moins myopes et qui regardent du coup des risques à long terme, qui soient conscients que financer, par exemple, des énergies fossiles, ça crée du risque à long terme et pas dans leur intérêt. Donc tout d'un coup, on passe dans un monde où le risque financier est créé par les financiers, si on analyse les choses comme ça. Donc sur un risque endogène, un risque climatique endogène pour le secteur financier. Alors que, encore une fois, la finance et le risque, ça a toujours été un rapport totalement exogène. C'est-à-dire une météorite qui arrive, une crise financière, c'est la même chose. On ne crée pas le risque, on reçoit. Donc, on le gère, risque management. Et donc, on passe dans une dialectique différente qui est, non, regardez, en fait, si vous êtes un petit peu plus clairvoyant et que vous mettez des lunettes contre votre motif, vous verrez que vous construisez le risque en alimentant l'économie carbonée. Donc, il faut en sortir pour vous-même vous en sortir, ainsi que toute l'économie, pour éviter qu'on se reprenne en boomerang des risques financiers additionnels. Et donc, c'est de votre propre intérêt de le faire. Donc ça, cette dialectique a changé beaucoup de choses, à savoir que depuis, je pense, on va dire 2015, quasi-totalité des institutions financières dans les marchés développés qui ont suffisamment de temps pour se soucier un petit peu de long terme, en gros les pays riches, pour faire simple, commencent à travailler assez sérieusement là-dessus. Sauf que, in fine, leurs horizons temporels n'ont pas changé. Donc au final, même si ça fait donc 7 ans que l'accord de Paris bientôt a été signé et que, on va dire, une petite dizaine d'années, 7-8 ans, que beaucoup d'institutions financières, notamment les plus grosses, travaillent sur le climat et recrutent beaucoup de gens, hein, ça commence à être sérieux. Pour autant, l'économie est toujours en phase en ligne avec des trajectoires qui mènent vers la catastrophe climatique, que ce soit 3, 4 ou plus de degrés, et pas du tout en ligne avec les objectifs. Donc, on a cette contradiction entre l'horizon de long terme qui a l'air sûr qu'on va s'en prendre la face à long terme et le fait qu'on continue quand même, montre que la dialectique du risque ne fonctionne pas parce qu'on reste toujours sur des indicateurs de court terme qui font que les institutions financières estiment qu'elles ne sont pas exposées finalement. Autrement, elles font autre chose. Ça reste des gens suffisamment malins quand même. Et du coup, simplement, on est dans une sorte de myopie de nouveau. On reconnaît, et là, toutes les institutions financières vont reconnaître aujourd'hui qu'il y a un changement climatique à l'œuvre et qu'il est potentiellement très grave, y compris pour elles, à long terme. Mais tant qu'à court terme, elles estiment qu'elles ne sont pas particulièrement exposées et qu'elles, pour faire très simple, elles pourront revendre leurs actifs, ou que les actifs à durée de vie toute courte seront éteints d'ici là. En gros, que les prêts seront remboursés, on va y mettre d'autres, etc. Voilà, la question est pour plus tard. Ça reste une question pour plus tard. Donc l'avantage, quand même, par rapport à ce que j'aurais pu vous dire il y a 15 ans, c'est que c'est devenu une question. On ne parle plus trop des ampoules et des ramettes de papier. En revanche, on est sur une question qui est, c'est important, mais ce n'est pas non plus la priorité dans tout ce qu'on a à traiter. Et le Covid en a été une illustration. Tout le monde s'est mis en ordre de bataille, plus ou moins, en tout cas efficacement, mais en tout cas à bouger. Typiquement, les banques centrales sur l'angle de pas, il y a une crise, il faut la régler tout de suite. Pour le climat, c'est plutôt, on va voir quels outils on pourra utiliser, on va voir s'il y a des risques, il faut remesurer les risques, on a dit qu'on ne pouvait pas mesurer, oui, quand même. Et donc on est toujours dans cette dialectique de mesurer les risques. Tout ça pour revenir à notre point de départ, qui est, on a un futur différent à financer. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, cet objectif de décarboner l'économie, d'atteindre des niveaux de net zéro. Donc, là, aujourd'hui, on est dans une phase de sorte de contradiction, où, après avoir travaillé pendant 10 ans sur le risque, en essayant de voir s'il y avait du risque, et au final, pas vraiment changer l'allocation du capital et la composition des portefeuilles, là, vous avez quasiment pareil, les grosses institutions financières mondiales, banques, investisseurs, assureurs, entrepreneurs, etc., qui ont signé
engagements pour devenir net zéro, donc pour s'engager sur des trajectoires de décarbonation très très radicales de l'économie, ce qui veut dire tout simplement à très court terme, y compris voilà, demain matin, sortir très rapidement en premier lieu des fossiles. Sauf que les fossiles aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, on en a besoin tous les jours quasiment, et la demande continue à grimper au quotidien, et que ce sont des actifs très rentables. Et donc on va demander à des acteurs dont le métier est presque inscrit dans la loi d'être rentable et de générer des bénéfices, de générer une rentabilité financière, on leur demande, d'une certaine manière, on attend qu'ils ne le fassent pas spontanément. Et du coup, on verra dans les mois qui viennent, parce que là, elles sont toutes en train de montrer justement quelles sont leurs trajectoires de décarbonation en se donnant des chiffres. On va voir si elles vont être capables de le faire, parce que ça veut dire qu'il va y avoir ici la plupart des branches sur lesquelles elles sont précises, puisque c'est aujourd'hui générateur de beaucoup de revenus et de beaucoup d'emplois, etc., dans ces institutions financières. Donc, quand bien même elles ne produisent pas de pétrole, des machines flexibles, demander une banque d'investissement d'arrêter tout ce qui est fossile et tout ce qui est utilisateur de fossiles, ça enlève une énorme partie de leur activité. Donc, on a une sorte d'injonction contradictoire sur la finance et ce qu'on peut attendre de la finance, parce que la finance, sous l'angle des marchés de capitaux, répond à des enjeux, des indicateurs, des logiques qui ne sont pas du tout celles qu'on peut en attendre pour vraiment financer une économie bas carbone. Si on ne l'a pas fait, c'est juste parce que à présent, ce n'est pas le signal prix le plus intéressant. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai arrêté. Merci beaucoup Hugues. Oui, donc on le voit, il y a deux grandes visions, hein, une vision plus qui est portée par le marché, qui va être plus volatile, qui peut être aussi un peu imprévisible et qui reste quand même dans une logique finalité financière. Et une autre logique, on considère qu'il y a des choses qui ne se discutent pas, qui s'imposent, des objectifs qui s'imposent. Donc, on peut parler justement de soutenabilité forte, hein, ça a été évoqué plusieurs fois. En d'autres termes, où va-t-on et qu'est-ce qui doit être fait pour respecter les limites qu'on se fixe? Donc, finalement, si Tiffaine, peut-être en 1 minute et demie, si tu y arrives avant de poser la dernière question et de prendre 10 minutes d'échange. Hugues en a un petit peu parlé aussi, mais quelles conséquences finalement on pourrait attendre, peut-être y compris des conséquences positives, hein, mais sur les grands secteurs d'activité à un niveau plus macroéconomique, d'une transition écologique qui irait dans ce sens, donc plutôt soutenabilité forte, et notamment sur les enjeux, en l'occurrence climatiques. Alors, pour moi, déjà, il y a un double enjeu, parce qu'en fait, finalement, la comptabilité écologique en soutenabilité forte, elle est à la fois un outil de la transition, qui porterait une politique en soutenabilité forte, et elle influence aussi la construction ou la déconstruction de certains secteurs de l'économie. Et donc, effectivement, et ça a été évoqué à multiples reprises, si on souhaite atteindre des objectifs du GIEC, il y aurait une nécessaire transformation de notre économie et de notre système économique avec, certes, plus d'efficacité, plus de résilience, mais aussi beaucoup de sobriété. Et donc, ça amènerait forcément à avoir une modification de certaines structures de leur activité et de certains secteurs. On peut prendre par exemple l'exemple du secteur de l'aviation. Donc, où en fait, quand on fait l'inventaire des solutions qui pourraient être apportées de sobriété, des solutions technologiques qui pourraient être apportées au niveau du secteur de l'aviation, finalement, la seule solution qui apparaît, et donc c'est pas moi qui le dis, mais c'est Aurélien Bigot dans sa thèse qui a travaillé là-dessus, que finalement, la seule solution pour être alignée sur une trajectoire en 2 degrés, ce serait d'avoir une réduction du trafic aérien. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, si on n'a pas d'activité de préservation et qu'on n'a pas d'activité de restauration, ça veut dire que la comptabilité accompagne aussi une activité qui va devoir décroître, qui va devoir avoir des budgets carbone qui vont se voir réduits d'année en année pour arriver à quelque chose de cohérent. Donc, et ça sur l'ensemble des secteurs. Pour autant, il y aurait aussi très certainement des secteurs qui seraient en croissance. De manière très évidente, par exemple, les secteurs liés à la transition, les secteurs qui vont être sur des puits de carbone, par exemple, ou d'autres secteurs moins carbonés, avec une offre qui serait en adéquation. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je propose peut-être une dernière question
Donc, peut-être 2 minutes chacun. En fait, une petite conclusion, c'est-à-dire peut-être l'état de l'art de ce qu'il est déjà possible aujourd'hui de faire pour traiter ces enjeux climatiques, tels qu'on souhaiterait le faire, donc en respectant des objectifs qui sont notamment fixés par le GIEC, et puis peut-être les manques, mais les manques qui peuvent être des pistes justement de recommandations, de pistes de travail, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau d'ailleurs de la recherche ou d'autres. Donc voilà, peut-être 2 minutes chacun pour résumer. Donc on peut faire Hugues, Tiffaine, puis Alexandre. Merci Aurélien. Oui, mais je pense que en guise de conclusion, comme mon focus c'est vraiment le secteur financier, je pense qu'il faudrait vraiment se poser les bonnes questions sur le secteur financier, à savoir qu'est-ce qu'on en attend et du coup qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Donc soit on n'est pas prêt à le réformer, restructurer, révolutionner, dans tous les termes un peu ambitieux que vous pouvez trouver, et auquel cas à mon avis il ne faut pas en attendre grand-chose parce qu'il n'est pas structuré pour financer une économie à long terme plus qu'une autre, comme j'ai évoqué. Soit on dit on a vraiment besoin du secteur financier, mais du coup, on va faire en sorte qu'il nous aide vraiment et pas qu'il aille exactement à l'opposé quand nous, on va pas là. Vous n'avez pas besoin de vous mouiller, vous avez bien compris ce que je veux dire. Qui est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que les signaux de marché sont à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Voir les prix, la rentabilité des entreprises pétrolières, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie question de redéfinir ce qu'on attend vraiment du secteur financier. Et juste histoire de caser une autre idée derrière, en gros, ce qu'on a vu quand même depuis une petite dizaine d'années, c'est qu'avec le secteur financier qui est venu sur ce sujet, au fur et à mesure qu'il prenait un peu plus de place autour de la table des discussions, d'autres en ont profité pour sortir par la porte de derrière et être beaucoup moins présents. Donc là, aujourd'hui, on est quand même en train de demander au secteur financier de définir des politiques industrielles en rajoutant un petit peu en exagérant peut-être un tout petit peu. Or, à mon avis, c'est beaucoup plus simple. Et on voit, c'est quand il y a des décisions à l'échelle européenne, par exemple, d'intervenir dans certains types de technologies, par exemple, la combustion, là, le secteur financier n'a pas de choix, il va juste suivre. Et là, pour le coup, il est dans son rôle, il fait son boulot. Donc, soit on fait ça et ça peut marcher, soit il faut restructurer le secteur financier d'une certaine manière, par exemple en allongeant ses horizons temporels pour qu'il soit sensible à des choses de long terme et qu'il fasse pourquoi il fait plus. Donc, pour conclure aussi sur les recommandations qu'on pourrait faire dès à présent pour les entreprises, ce serait tout simplement déjà d'essayer de s'acculturer, de sensibiliser les équipes, peut-être presque du climat, pourquoi pas, réaliser aussi un bilan carbone ou mettre en place une méthodologie NZI, donc qui serait aussi un premier pas dans l'engrenage carbone. Se fixer des objectifs aussi, et d'autant plus des objectifs, comme on en parlait plutôt en science-based target éventuellement, ou en tout cas avec une logique scientifique importante, implémenter CARE pour continuer là-dessus, et éventuellement aussi en déduire des dépenses aussi fléchées vers la création de puits de carbone, qui pourrait être aussi une première étape dans la mise en place d'une politique carbone au niveau de l'entreprise. Pour ce qui est des évolutions... Non, c'est bien. Merci. Pour ce qui est des évolutions réglementaires, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'effectivement, il y avait des prix qui étaient aussi très divergents, des activités qui étaient très divergentes au niveau des activités, enfin, de compensation, qu'on pourrait appeler vulgairement. Et donc là, ce serait aussi d'avoir peut-être une approche un peu plus réglementée de ces activités-là, puisqu'aujourd'hui, par exemple, sur les activités de compensation, on peut très bien avoir des activités qui sont moins émettrices, mais qui ne sont pas forcément des puits de carbone, donc la compensation n'a pas vraiment de sens là-dessus. Donc il y aurait quelque chose à aller voir potentiellement là-dessus. Et puis sur le volet de la recherche, on en a parlé aussi, mais c'est d'avoir une structuration véritablement et une budget carbone. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, de poursuivre un peu aussi ce travail de caractérisation du capital climat et des controverses qui sont liées.
critique les enjeux macro et également la thèse de Soline sur le volet aussi finance-climat qui est d'avenir. Oui, en fait, en écho à ce qui a été dit, et en fait, je vais reprendre ce qu'a dit Robert Hoffel, le directeur de l'autorité des marchés financiers, la semaine dernière, lors du colloque scientifique de l'AMF, en disant actuellement, tous les travaux en finance durable ont été pris dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a commencé à vouloir réglementer la finance durable avant de mettre les tâches comptabilité, alors que l'intégralité du système financier a été réglementée et conceptualisée en sens inverse, c'est-à-dire que c'est la comptabilité qui donne le là et ensuite le système financier suit. Et là, on l'a fait exactement en sens inverse et lui-même, le directeur de l'autorité des marchés financiers, dit on marche sur la tête. Il y a vraiment eu un truc qui a été fait dans le mauvais sens. Et la problématique, c'est que du coup, tant qu'on n'a pas en fait des systèmes comptables qui soient vraiment structurés, il ne faut pas s'attendre à ce que la finance suive. Ça, c'est la première chose. Et à partir de là, par rapport aussi à tout ce qui a été dit, soit on continue à aller vers le sens des normes comptables internationales et d'une vision d'un paradigme où la comptabilité n'est que la caisse d'enregistrement en fait, de prix de marché, de risques, etc. Et donc une comptabilité très financiarisée qui en fait est totalement découplée de la réalité de terrain des entreprises, qui n'est même pas en phase avec le contrôle de gestion et la réalité en fait des plans d'action des entreprises. Et dans ce cas-là, il ne faut pas s'attendre à ce que la comptabilité montre autre chose que ce que le secteur financier en fait attend et finalement va dans des trajectoires qui ne sont pas alignées avec les questions avec l'accord de Paris. C'est malheureusement le choix de l'ISSB qui a véritablement posé un problème. Ou alors, on considère que on va sur la perspective historique de l'articulation entre comptabilité et finance, c'est-à-dire que déjà la finance est une question de financement des activités, et ce n'est pas simplement une problématique de marché secondaire et d'évaluation d'actifs divers sur le marché secondaire. Donc on est vraiment dans des activités de financement, et la comptabilité sert à flécher ces financements, et donc d'avoir des dispositifs comptables pour flécher, et donc pas d'avoir des dispositifs comptables pour mettre des prix de marché, des simples grandeurs qui soient corrélées en fait justement à des questions de risque financier, mais vraiment d'avoir tout un dispositif comptable qui permette de flécher ce que l'on fait avec l'argent et flécher ce que l'on fait avec le climat. Bon, ça, c'est une des perspectives qui commence à se mettre en place au niveau européen, au tout début, et c'est la perspective de Pierre. Merci. On va prendre 10 minutes de questions et donc, voilà, des questions dans la salle. Oui. Merci. Adrien Comte, EcoAct, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie climat notamment, et la compensation joue un rôle important. En toute transparence, ça va jouer dans mes questions. Deux questions qui sont liées. Donc, on a pas mal parlé finalement de rendre compte et d'utiliser la comptabilité dans ce sens-là à travers l'évaluation des budgets carbone des organisations. Mais finalement, en fait, il y a toute une toponymie très différente qui est en train de voir le jour. On parle de net zéro, on parle de bilan, de budget carbone, de science-based target, etc. Et comment est-ce que la comptabilité pourrait nous permettre de discuter justement de ces cibles-là, et comment elle pourrait aussi nous permettre de discuter des actions qui sont les plus robustes pour l'atteinte de ces cibles. Merci. Je peux tenter un début de réponse. La comptabilité, c'est vraiment la question de l'architecture des activités organisées. C'est comment est-ce qu'on structure des processus. C'est-à-dire que la comptabilité a toujours été là pour poser en fait un squelette sur la façon dont on va organiser des activités, que ce soit au niveau des entreprises, des organisations publiques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, si on veut en fait articuler un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux de processus, des enjeux de prise en compte de problématiques diverses et variées, et non pas simplement en fait par exemple d'un simple prix, d'une simple taxe qui arriverait, qui s'est bombardée sur l'entreprise, et donc qu'on ait une interface avec vraiment toute l'activité de l'entreprise, il faut en fait justement poser un nouveau squelette. C'est-à-dire que la comptabilité, elle est là pour assurer ce lien. Je vais en poser ce squelette
en disant, voilà, au lieu d'avoir simplement, on va dire, des analyses en disant, bah, on a l'activité normale de l'entreprise et à l'extérieur, on a 2 ou 3 trucs, vous les bombardez sur l'entreprise, de la compensation du prix, et on ne change pas l'activité dans son ensemble, on ne restructure pas le modèle d'affaires. Là, ça serait de dire non, on restructure le modèle d'affaires, on intègre directement dans le modèle d'affaires, dans le processus, dans la pensée, les questions de budget carbone, de structuration donc de la façon d'intégrer le carbone et l'enjeu climatique. Et donc, ça veut dire poser un nouveau squelette, une nouvelle façon d'appréhender. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, on ouvre encore une fois cette question de boîte noire. On n'est pas simplement sur une activité standard, et puis on a 2 ou 3 trucs qui se passent en dehors, comme ça. Donc, on va faire un peu de compensation, quelques prix qui nous bombardent. Non, on réouvre tout et on pose un nouveau squelette. Et c'est ça, en fait, l'enjeu de la comptabilité, c'est qu'on pose un nouveau modèle organisationnel. Et on n'arrivera pas, justement, à changer d'organisation tant qu'on n'aura pas ces comptabilités. On ne pourra pas intégrer, en fait, véritablement au cœur des modèles d'affaires des questions comme les budgets carbone, des questions comme la dette climatique, si on ne change pas, donc si on ne restructure pas le plan comptable, l'architecture fondamentale des modèles organisationnels. C'est ça le point d'entrée. Des questions, oui. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question un peu plus productionnelle, mais de manière générale. Vous parlez enfin, c'est peut-être un peu naïf, mais vous parlez du secteur financier au singulier. Et je peux comprendre qu'on peut quand même attribuer des rôles différents à un certain nombre d'acteurs. On a beaucoup parlé pour les transformations climatiques et la transition écologique du rôle des assureurs, puis du rôle des régulateurs, et notamment des changements de règles prudentielles. Donc, de votre point de vue, est-ce qu'il y a quand même des perspectives qui sont plus prometteuses que d'autres et des acteurs sur lesquels on pourrait plus parier, on va dire. Et par rapport à ces règles prudentielles, je lance juste quelque chose comme ça. On a beaucoup parlé de dette écologique aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un fondement à la place de l'approche risque d'une vision de la solvabilité des acteurs à ce niveau-là? Voilà. Merci. Oui, en effet, les exemples ou anecdotes, pour simplifier le sujet, je me suis mis plutôt sous l'angle des banques, qui restent un modèle un peu plus intuitif pour les gens qui ne sont pas dans la finance. Pour autant, historiquement, ce qui s'est passé, la prise en compte, on va dire, du climat dans le secteur financier, que je tendance à utiliser au singulier comme un système, est plutôt du côté des gestionnaires d'actifs, drivé par des fonds de pension plutôt britanniques, plutôt à tendance un peu sociale, qui avaient un objectif autre que justement optimiser le risque et la rentabilité, mais de financer un certain type d'économie via leurs investissements. Donc là, on est sur un investissement plus que sur le financement. Après, pour répondre très brièvement à la question plus large, je pense qu'en effet, en parallèle, on a tendance, comme le disait Alex juste avant, à regarder la finance sous l'angle des gros flux qu'il y a. Et donc, la finance, c'est la bourse. Or, la finance, en tout cas, ce n'est pas via la bourse qu'on va changer grand-chose, parce que l'essentiel de ce qui est échangé sont des titres qui ont été émis il y a déjà des années. Et donc, pour une entreprise, ça va certes faire varier sa valorisation, mais par contre, ça ne va pas lui donner tout d'un coup des nouvelles capacités. On évoquait tout à l'heure la question des accords, etc. Là, pour le coup, ça change quelque chose quand tout d'un coup, le capital d'une boîte est double dans une journée. Ça change a priori sa capacité pour investir et pour faire des choses à l'avenir. Donc je pense qu'il faut aussi un peu comprendre comment le système financier marche pour pouvoir espérer l'optimiser à défaut pas mal. Et donc voilà, et du coup sur la partie prudentielle, et du coup, là on est sur un chapeau que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, donc on est au-dessus du système financier. Je pense qu'en effet c'est hyper important d'avoir les banques centrales et les superviseurs qui s'occupent de ces questions-là, et c'est le cas depuis maximum 5 ans, puisqu'elles ont commencé à regarder ce qui se passait il y a 5 ans, et là, elles commencent à avoir des travaux qui convergent sur certaines choses. Parce que le gros avantage du superviseur régulateur banque centrale, c'est qu'elles arrivent à avoir presque cette échelle que j'évoquais tout à l'heure sur la science du climat, à savoir une échelle globale. C'est-à-dire qu'en tant que régulateur ou méta-régulateur, on va dire, Banque centrale européenne, le superviseur européen, ils arrivent à contrôler une taille de l'économie qui commence à aborder tous les sujets, qui est sensible à tous les types de destruction de la nature et qui est exposé à tous les secteurs de l'industrie. Et du coup, là, ça commence à être intéressant parce qu'on peut imaginer qu'une directive,
une intervention, quelle qu'elle soit, peut avoir un effet qui commence à être de l'ordre de grandeur du global. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette endogénéité-là, que j'évoquais tout à l'heure du risque, là, elle a vraiment du sens. Je ne dis pas que c'est là-dessus qu'elle travaille aujourd'hui, malheureusement, mais j'espère que ça va venir rapidement. Le fait d'être conscient que le risque, que le système financier construit le risque, son risque de demain, ça n'a pas forcément de sens. Enfin, plus l'entité est petite, moins ça a de sens. Plus l'entité est grosse, et donc plus un superviseur qui supervise un maximum de choses, plus ça a du sens. Donc, pour le coup, oui, je pense que l'angle prudentiel sous l'angle comme un risque macro-prudentiel, pas micro pour le coup, hein, macro-prudentiel à long terme, parce que si on le met à long terme, ça change rien. Je pense que ça peut vraiment changer les choses. Mais du coup, il faut admettre cette endogénéité. Et donc, du coup, on sort de la neutralité de marché des banques centrales qui sont ici, on refinance l'économie telle qu'elle existe ou telle qu'elle existera, mais on n'a pas à faire des choix entre tel et tel secteur. Pour le coup, si on admet qu'on construit le risque de demain, il ne faut pas être neutre, justement. Et donc là, on est sur du coup, la neutralité carbone plus que neutralité économique, comme l'a évoqué la Banque centrale. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que finalement, dans les actions, est-ce que ce ne sont pas seulement les actions des big fonds qui vont pouvoir permettre de respecter la trajectoire du climat, compte tenu des incertitudes sur les alternatives et également sur l'impact sur les autres capitaux en termes de matières premières, etc. Est-ce que finalement, paradoxalement, on va se retrouver avec l'ensemble des actions dans le bilan financier pour justement ne plus avoir de dette écologique? Est-ce que c'est une trajectoire possible déjà? Ça marche. Je pense que c'est Venir le micro, je pense. Il faut appuyer un peu en bas. Oui, complètement. Dans le milieu du climat, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a des activités de préservation qui ne sont pas très nombreuses, en fait, parce que, par exemple, si on parle des dispositifs qui permettent de capter le CO2, ça concerne très peu d'industries, et c'est très peu appliqué en France, par exemple, même au niveau mondial. Et les activités de restauration, elles sont aussi limitées sur le plan à la fois biophysique et technologique. Donc forcément, si on veut être dans une entreprise qui est dans une trajectoire qui est sur du 1,5-2 degrés, on va forcément être sur des actions d'évitement en très très grande priorité. Et donc se retrouver quelque part dans le volet financier, mais qui peuvent être aussi fléchés en action d'évitement, en fait. Mais on ne les retrouvera pas forcément, et là, dans ce cas-là, dans le capital climat, qui devrait être le plus petit possible, si on veut être dans une trajectoire de demain. Juste, effectivement, en complément, la façon dont je comprends ta question, et je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que, effectivement, sur le climat, donc les actions d'évitement vont être inévitables, justement, vu le coût des actions réelles, donc sur base de crédibilité scientifique et de long terme. On est sur des prix qui sont absolument incroyables, hein, 500 € la tonne. Donc c'est de l'activité d'évitement, mais les activités d'évitement peuvent avoir un impact négatif sur d'autres capitaux. Et donc, il va y avoir donc, des coûts de préservation qui vont être énormes attenants. Et donc, on va avoir des actions d'évitement sur d'autres capitaux. Et donc, il n'est pas impossible que certaines entreprises se retrouvent effectivement dans l'analyse à finalement n'avoir que des activités d'évitement pour arriver à conserver un modèle d'affaires. Et ça pose des vraies questions hein, sur... et c'est bien ce qu'on voit aussi au niveau de l'analyse CARE, hein, c'est que quand on fait une analyse intégrée, il y a des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus réellement. Quand on est sur des modèles d'affaires où la seule chose qui passe, c'est des activités de préservation avec que des activités d'évitement, et en fait, ce qu'on récupère en termes d'exploitation, c'est très faible. On peut se poser la question, est-ce que là, il ne faut pas arrêter en fait, et être dans une fermeture, dans une politique à la redirection écologique,
Et le site, passant les travaux de l'Origine Lab de Clermont-Ferrand sur la question, normalement, il faut aussi être capable de fermer. Alors, toute dernière question en ligne. Ah, il y a une question ici. Une des idées fortes que je retiens de la table ronde, c'est qu'au final, pour correctement orienter le secteur de la finance, il faut avoir les bons signaux. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas considérer comme un prérequis absolument indispensable l'adoption de comptabilité extra-financière monétisée, CARE ou une autre, mais qui soit mis justement en application, certainement par la réglementation, avant d'espérer que la finance durable devienne une réalité. Parce qu'on n'en est pas là, en fait, au final. Parce que sans ça, est-ce qu'on peut avoir les bons signaux? En 1 minute, si vous arrivez à répondre. Je passe la parole à en 1 minute, en fait, ça revient à ce que déjà disait Robert Offel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas structurer la finance en comptabilité. Ça, c'est impossible. La deuxième chose, ce n'est pas un signal prix. Le signal prix, ça, c'est dans les théories, on va dire, on va bombarder un prix et l'acteur va suivre une trajectoire prédéterminée. La comptabilité ne fonctionne pas comme ça. La comptabilité, historiquement, en fait, n'a jamais eu de signal prix. C'est de dire on a des actions à mener et ces actions ont un coût. Après, on va voir, mais la base, c'est de dire il y a des actions, par exemple, si vous faites quelque chose, vous devez avoir un coût attenant au fait de préserver. Et ce n'est pas, en fait, juste un signal qui est envoyé pour infléchir en fait un comportement. C'est que dans l'activité, dans l'action, est déjà inclus le fait de réparer quelque chose, ce qui n'est pas le cas dans le signal. C'est bien ça la différence entre CARE et les approches par les externalités ou par justement les signaux clés. Ça, c'est un point effectivement assez, enfin même très important dans les débats actuels. Et en 30 secondes, cette fois-ci, une question en ligne, la différence entre un bilan carbone et un budget carbone. Ouais. Alors, un bilan carbone, c'est une méthodologie qui permet de mesurer les émissions carbone d'une structure, donc à la fois ses émissions propres, donc si on a une usine, les émissions de l'usine, à la fois les émissions aussi indirectes, donc qui peuvent être du scope 1 du scope 3, donc là on est sur les consommations électriques, et le scope 3 on est sur tout le reste, donc les achats, etc. Et donc là on va mesurer à la fois l'empreinte carbone de l'entreprise et les dépendances de l'entreprise carbone qu'elle peut avoir aussi. Un budget carbone, c'est une limite d'émissions à ne pas dépasser. Quelque part, c'est ce qui, si on le prend au niveau global, c'est le stock d'émissions qu'on pourrait avoir encore à émettre pour ne pas dégrader l'environnement au-delà d'un certain seuil. Donc, et un budget carbone qui pourrait être en adéquation, donc, suivant les scénarios qui sont par exemple donnés par le GIEC, à 1,5, 2, 3, 4, 5 degrés, etc. Et donc, le budget carbone, c'est ça. Et au niveau de l'entreprise, ce serait donc un morceau de ce budget carbone global donné à l'entreprise pour lui donner une limite, quelque part, à ne pas dépasser. Merci beaucoup à tous les trois.